les cognitifs, c'est pas des malfaçons. Le cerveau a évolué aussi pour faire des raccourcis pour être efficace, et c'est pas un problème. La psychologie humaine fait qu'on a des besoins de contrôle, besoin de sécurité, qui font qu'on va raisonner de manière motivée pour pouvoir se rassurer, donc c'est pas étonnant qu'on a de mal. Et puis, la culture, l'éducation font qu'on va plus loin de combiner. Donc personne n'est à l'abri, personne n'est épargné ou immunisé. Ça, c'est un autre sujet dans la religion, mais c'est pas ce soir. Donc, pour vous donner une idée, là, vous avez un biais de perception. L'image ne bouge pas, et selon que vous êtes dans la pièce, désolé pour ceux qui sont sur les bords, mais on a quand même l'impression que l'image bouge un peu, alors soit la lumière... Est-ce que l'illusion marche bien? On voit les autres. Mais en gros, un biais cognitif, c'est comme ça. Vous arrivez à une conclusion qui vous paraît naturelle, vraie, immédiate, et en fait, il y a tout un tas de processus entre la perception entre l'image de notre cerveau, et entre notre raisonnement et notre conclusion, il y a plein d'étapes, et comme on n'a pas conscience, on croit qu'on vérifie directement, et non, on pourrait se tromper. Donc, autre biais, là ça ne bouge pas. Quand je vais appuyer sur le bouton, il va se passer plusieurs choses. Les 5 points qui sont là vont se déplacer de haut en bas. Mais à chaque point, il y a une partie blanche et une partie noire, et vous aurez l'impression, si vous regardez ce point-là, il faut regarder ce point-là, que les 5 points se déplacent vers la droite de manière ininterrompue et impossible. Vous êtes prêts? Je pense que c'est pareil, mais très après, j'ai des ronds, je vais dans ce point-là. Vous êtes prêts? Donc, l'infinie régression de Peter C. Nous montre, voilà, quand vous regardez le point à droite, on a l'impression que les 5 points vont à droite, et cette régression à l'infini vers la droite rappelle nos démocraties actuelles. Voilà, des désespoirs. Et on sait bien que c'est impossible. Et pourtant, même si vous savez que le mouvement infini est impossible, vous le percevez. Parce que la perception est une action. Et c'est incorrigible. Donc la plupart des gens autour de nous, on pense bien les autres. Les autres, ils se trompent. Nous, on sait qu'ils se trompent. Alors, eux, ils ne le savent pas. Et comme ils ne le savent pas, ils ne se rendent pas compte que le mouvement est impossible. Alors, on va faire une échange de pensée entre nous. Comment on se sent? Là j'ai raison. Comment je me sens par rapport à là où j'ai tort, physiquement? Quelqu'un a une idée? Bonne réponse. La différence, il n'y en a pas quand j'ai raison. Je suis content de moi, j'ai raison. Quand j'ai tort, je ne sais pas que j'ai tort, je suis content de moi. On m'apprend que j'ai tort. Qu'est-ce que je fais? Je change d'avis, moi j'ai raison. Donc tout va bien. 100% du temps, soit j'ai tort et je ne sais pas, soit j'ai raison et je crois que j'ai raison et là je suis content. Donc le sentiment de vérité que j'éprouve quand je crois un truc n'est pas un bon indicateur de la véracité de ce que je crois. Après, on connaît plein de gens qui vont se suicider pour des causes dont on sait qu'elles ne sont pas vraies, mais eux sont sur deux. Donc, première leçon de la pensée critique, le sentiment de vérité que j'éprouve par rapport à une idée n'est pas une bonne méthode pour savoir si c'est vrai ou pas. Ça paraît évident, mais il faut le dire. Moi, je vous le dis maintenant. Et on passe à ça. Donc, les idées, qu'est-ce que j'ai appris dans tes magasins? Alors, au niveau cognitif, on a, alors je vais en passer 5 en revue, et puis pour les autres, vous irez sur Wikipédia, il y en a plus de 200. Il y a un peu de redite dans le 200, et je pense qu'on fera du ménage bientôt, mais pour l'instant, il y en a beaucoup. Donc, biais de disponibilité, notre jugement sur la probabilité d'un événement ou la crédibilité d'un énoncé est affecté par le nombre d'exemples qui viennent à l'esprit. Donc, par exemple, pour venir ici, moi je suis venu en avion. Oui, et bien, quand on voit des informations comme ça, plus je verrai d'informations qui parlent de crash d'avion, les chiffres ne bougeront pas, mais moi, mon impression sur l'activité, la pertinence de l'info va être un peu différente. Donc si je dois renseigner un petit peu trop sur les crashs d'avion avant de prendre l'avion, mon jugement sur la probabilité va être différent. Et ce biais-là n'a l'air de rien, mais la pub marche comme ça. Qui ici pense que la pub n'a pas d'effet sur le nid? Vous êtes très prudent, très méfiant, c'est bien. La pub ne cherche pas à vous faire croire au message, mais elle veut que vous ayez la marque dans la tête, que ce soit un produit rassurant, fiable, familier, et quand vous arrivez devant le rayon avec 48 marques différentes, vous prenez celle qui passe à la télé parce que ça vous rassure. On fait tout ça, et moi je suis d'autant que Coca-Cola, ils m'ont eu. Bon.
La disponibilité, c'est la raison pour laquelle les gens qui ont beaucoup de milliards en mettent quelques-uns pour acheter des journalistes. Pour que les journalistes vous mettent dans leurs écrans des mots importants, des thèmes importants, et qu'on efface les autres. Parce qu'on juge sur ce qu'on voit, et quand c'est répété 1000 fois à la télé, c'est forcément vrai ou bien une autre, et ça marche très bien. Et il n'y a pas de remède, à part se renseigner ailleurs. Bon courage. Deuxième exemple de biais de simple exposition. Pardon, du coup, je vais un peu. Comme il se ressemble beaucoup, c'est celui-ci dont je vous parlais. Le fait d'être exposé régulièrement à quelque chose fait que on va préférer le produit auquel on est exposé. Alors, c'est là pour des infos, pour des zones politiques, ou pour des artistes, si on peut dire. Voilà. Donc, je ne connais pas monsieur pas trop. Mais si on vous met ce mec-là à la radio tous les jours, à la fin, vous allez l'aimer. Je ne dis pas que c'est une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle, je ne sais pas. Pas tout le monde, pas vous. Vous êtes immunisés. Non, j'entends rien. On est tous influencés par ce qu'on entend, et donc si vous avez commencé par développer des goûts différents, on est plus vieux, mais les jeunes, ils vont s'identifier à ce qui passe, et c'est normal en fait. Donc, sans avoir de jugement, le fait d'être exposé à un artiste fait qu'on va avoir tendance à l'aimer, ou alors on a des départs allergiques. Aussi. Mais ça marche. Biais du survivant, on va attribuer le succès d'une stratégie à des traits saillants que partagent ceux qui réussissent, parce que les cas visibles, les survivants, sont ceux qu'on voit, et on néglige ceux qui ont échoué ou disparu. Donc pour ça, il y a une histoire à raconter qui se passe dans les années 40. Il y a eu un petit conflit dans les années 40. Et donc les Allemands et les Anglais s'en parlaient pas beaucoup. Les Anglais envoyaient des avions bombarder les Allemands. Parce qu'à l'époque, on faisait ça. Et les Allemands canardaient les avions anglais. Ils adaptaient 50% des avions. Ceux qui rentraient à la base étaient canardés, et donc les généraux ont dit ils nous bousillent tous nos beaux avions, il faut qu'on les blinde. Quelqu'un a dit et alors, si on blinde tout, ça volera mal. Parce que les chars d'assaut, ça volera beaucoup. Donc il faut blinder un minimum. Donc on a regardé sur la base des avions qui rentraient, où est-ce qu'on avait les trous. On a fait des relevés, on a mis ça. Et le général a dit très bien, on va me blinder tout ce qui est rouge. Et voilà. Les impacts rouges, c'est des avions qui sont revenus à la base et qui sont pour des trous. L'avion qui a un trou dans la tête du pilote, il n'est pas rentré. Donc on va blinder la tête du pilote, on a un casque. Bon. Et donc ça, il a fallu que Abraham Wald, un mathématicien qui était envoyé par l'armée, leur dise arrêtez, en général, pardon, vous faites une belle bêtise, vous oubliez ceux qui ne reviennent pas, vous vous basez uniquement sur les survivants. Quand on oublie que la moitié de ceux qui ne rentrent pas ont été touchés peut-être ailleurs, ça un moteur. Un avion sans moteur, ça ne rentre pas. Donc, dans la vie de tous les jours, on a accès à des gens qui ont un micro, qu'on invite et qui parlent. Et c'est cela qu'on entend. Et donc, si moi je venais vous dire, voilà comment j'ai réussi à avoir 300 000 abonnés sur YouTube, et que je vous raconte ma vie, vous allez croire que, surtout si je crois beaucoup, que je sais comment j'ai eu le succès que j'ai, que je suis spécialiste de mon succès. Non. Je suis témoin de mon histoire. Et moi, j'ai vu des conférences TED. Vous connaissez ces formats, conférences TED? Il me plaît, sur les Philippines. 105, un peu trop. C'est un format où on a des gens qui viennent sur scène, qui ont réussi un truc, et ils viennent nous raconter leur succès. Moi, j'ai vu un mec qui était un fils d'eux. Je ne sais pas si c'était Louis ou un autre, enfin, c'était un fils d'eux. Et il dit, moi, j'ai réussi parce que j'avais la volonté, parce que je n'ai pas eu peur. De dire à papa, non, papa, je quitte l'entreprise et je monte la boîte avec des millions de tes amis, et j'ai réussi. Faites comme moi. Bon, par exemple, m'applaudit. Biais du survivant. Parce que les mecs qui ont des bonnes idées, de la volonté, et qui ne lâchent pas, et qui échouent, n'ont pas le micro. C'est disait, voilà. Ensuite, effet d'influence continue, c'est terrible. C'est que lorsqu'on est influencé par une information et qu'il s'attaque qu'elle est fausse et qu'on nous le dit, tendance à continuer à utiliser l'information fausse ou débunker dans notre raisonnement, même après être informé de son. On sait que c'est faux, mais ça reste dans notre cerveau. Donc, quand vous commencez à voir quelque chose, il faut vous renseigner très très vite avant de commencer à y croire. Donc il faut suspendre son jugement, ça s'appelle l'époquer, c'est un mot grec, donc c'est bien. Et donc, ça c'est quelques exemples typiques des biais qui nous touchent tous. Et par exemple, si vous croisez des informations comme quoi les vaccins sont dangereux pour les enfants, on pourra avoir ce débat à la fin si vous voulez, mais je ne suis pas expert.
Mais typiquement, à force d'être vous êtes jeune parent, vous êtes confronté à la question de vacciner pas votre enfant, vous allez forcément tomber sur Internet sur des informations anti-vax. C'est pas le choix. Quand on croise une information anti-vax, qu'est-ce qu'on fait? On a peur quand on est parent. Du coup, et même si on apprend après que l'information était fausse, elle est toujours rentrée, elle est là quelque part, donc on hésite. Et c'est l'OMC qui a, qui a dit que l'hésitation vaccinale fait partie des 8 grandes menaces pour l'humanité, en termes de conséquences potentielles. Donc, calomnie, ça c'est Francis Bacon. La calomnie, même si elle est fausse, quand elle est émise et qu'elle rentre dans le cerveau, il y aura un doute, ah ce mandat, ça me j'ai entendu des trucs sur lui, ça se trouve, quel salaud, bref. Donc on a plus de 200 biais, on pourrait les faire tous un par un, et ça serait au bout d'un moment un tout petit peu chiant. Donc on va passer à la suite, est-ce que je vais laisser des conflits. Alors avant, oui, il y a quand même des limites. Le but cognitif, c'est pas une panacée, c'est pas ça qui explique tout. Donc il y a des limites au concept, c'est qu'il y a une vision un peu normative. Il y aurait des gens qui pensent bien et les gens biaisés. Quand je vous corrige, on est tous biaisés. Qui ici n'est pas biaisé? On est prêt, à part vous, on est tous biaisés. Moi aussi, et donc le penseur critique, il est biaisé, et il le sait, il n'est pas débiaisé, mais il est plus prudent, donc il freine davantage. Est-ce que ça veut dire qu'on est capable de voir des gens plus rationnels que d'autres? On va dire, ils sont biaisés, ils sont irrationnels. Eh bien, oui et non, parce qu'en fait, c'est pas irrationnel d'être biaisé, parce que la plupart de nos biais, dans la plupart des situations, nous permettent d'arriver à des conclusions qui sont relativement vraies. Okay. Donc c'est pas si grave que ça. Par contre, quand on se trompe, on se sent pareil que quand on a raison. Donc si on ne fait pas l'examen de se dire mais est-ce que j'ai raison ou pas, on est heureux d'avoir tort. Il y a une écologie du raisonnement, ça c'est ce qui manque un petit peu à ça, c'est que la plupart de ces biais, on les a détectés en mettant un peu fond, mais le comportement, lui, il est bien adapté. Donc un biais, c'est pas forcément un truc où on agit mal, c'est juste qu'on raisonne pas bien. Donc on agit et on ne sait pas pourquoi on agit, c'est ça que on. Et donc, voilà, le même de disponibilité, c'est utile comme heuristique. Quand on veut choisir un restaurant, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les critiques. On est dans un film, on écoute les critiques. Et c'est plutôt une bonne idée en fait. En général, on sait à quoi on s'attend, on ne veut pas. On a raison d'écouter et de se fier aux signaux que émettent les gens autour de nous. Et puis il y a une nuance hyper importante qui moi me manquait au début. Moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur ces sujets-là, que j'ai écrit des doutes. Et pendant très longtemps, moi, j'étais basé là-dessus sur la recherche épistémique. Alors, épistémique, ça veut dire épistémo, c'est la connaissance. L'épistémologie, c'est la science de la connaissance. Et donc, la recherche épistémique, c'est une raison qui est basée sur les informations vraies, sur les connaissances. C'est important. Moi, je suis docteur en biologie, donc je m'intéressais à ça. Et donc, je jugeais un peu tout le monde par rapport à ça. Et j'avais négligé ça. D'un sens instrumental qui est hyper important, c'est le fait que moi, comme tout le monde, je suis un être humain, donc j'ai des valeurs, j'ai des objectifs. Et les choses vraies ou fausses ne sont pas toujours pertinentes par rapport à ce que je veux vivre, parce que moi je voudrais être un peu heureux. En fait. Je crois que c'est Casadas qui a dit à tout prendre, je préfère encore être heureux qu'avoir raison. Et donc on a une nuance hyper importante. D'un côté, cette recette-là, elle sert à former des croyances qui sont cohérentes, vraies et justifiées, c'est important. On suit une logique qui est rigoureuse, on fait des maths par exemple, on fait des stats, on a des preuves empiriques. Avant de dire tel traitement fonctionne, on vérifie. C'est basique, mais l'humain, des fois, oublie ses datas. Et ça vise la correspondance entre ce que je crois et le réel. C'est utile, en général. Et en face, il y a un truc important, c'est qu'en face, il faut prendre des décisions. Savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, ça ne dit pas ce qu'il faut que je fasse. Qu'est-ce qu'on mange demain? La science n'a pas de réponse. Pour qui il faut que je vote? La science, peut-être des trucs. La science peut dire non, là c'est faux, n'y allez pas, mais le reste, il faut prendre des décisions. Donc c'est important. On a des objectifs. Comment on choisit notre objectif de vie? Les buts qu'on veut atteindre, c'est pas par rapport à ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est important, mais c'est pas tout. On a d'autres dimensions. On a des intérêts à défendre, c'est pareil, c'est pas la science qui va répondre. Et puis, on est dans un monde culturel.
on a des traditions dans nous, on a une culture, on est dans une famille. C'est important aussi de comprendre cet héritage-là, soit de le transmettre, soit de le révolutionner. En tout cas, c'est différent de ce qui est vrai et ce qui est faux. Suivre une tradition, c'est pas parce qu'elle est vraie qu'on la suit. Parce que c'est une tradition. Et c'est pas irrationnel en soi. Ça peut l'être, mais pas forcément. Et donc, cette nuance-là, moi j'ai beaucoup de temps avant de l'accepter, mais c'est important. Et les conséquences, c'est qu'on voit un pneumologue qui fume. On dirait qu'il y a un problème. Cet homme qui sait les choses a un comportement qui est pas cohérent avec ce qu'il sait. Et je vois pas tellement, le premier instrumental, c'est à moins de vouloir absolument sans penser à lui, surtout à Chimon Almof. Mais a priori, là, c'est quand même, on n'est pas traditionnel. Par contre, quelqu'un qui est un employé de l'entreprise, qui ne croit pas à l'astrologie, et dont le patron croit à l'astrologie, et qui dit au patron, ouais, j'y crois trop, il balance un verso, d'un point de vue instrumental, ne pas se mettre à dos le patron qui croit fort à ce truc-là, c'est pas idiot en fait. Donc c'est pas irrationnel de se comporter comme si on croyait à l'astrologie dans un environnement où on a intérêt à le faire. Bon, je dis pas que c'est bien, je dis qu'il y a une raison à y. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui. La notion de plaisir. Eh bien, plaisir, vous avez raison. Les objectifs, indépendamment de ce qu'il y a de ce qu'il faut, il y a le rapport aux drogues, par exemple. J'ai pas d'avis. Enfin, les gens qui prennent des drogues, dans le lot, il y en a qui savent ce qu'ils font, qui mesurent le risque. Et puis il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Ça, il faut les aider. Mais donc, le plaisir fait partie des buts qu'on peut avoir envie d'atteindre. Et c'est pas réductible à un calcul. Et le jour où ça le sera, peut-être, mais je n'ai pas connaissance que ça soit aujourd'hui. Et donc, grande question, est-ce que jouer au loto, c'est rationnel? Alors là-dessus, moi j'avais un avis et j'ai le loto. Alors il y a une phrase qui dit, le loto, c'est un impôt sur les gens nuls en maths. L'espérance des gains, mathématiquement, quand vous jouez, vous perdez. Donc c'est fait pour. C'est calculé pour que vous perdiez, statistiquement, et puis il y en a deux qui vont être contents, mais millionnaires, et pourront aller s'installer dans les îles, ou retourner à la métropole, c'est à faire, il faut que je change mon nom. Mais du coup, là-dedans, ce que moi je n'avais pas calculé, c'est le côté instrumental de la personne qui met pas 3 €, 5 € pour avoir un ticket de loto, qui peut-être est un ticket qui vaut 2 millions d'euros. Là, pendant une semaine ou 2 semaines, en vrai, je vais m'acheter un compte. Et puis le jour où j'aurai mes millions, tu verras que mon beau-frère il a une Aster, je pourrais. On fait des projets, je vais donner de l'argent à tel truc, on se sent important. Pendant 2 semaines, le temps que le tirage arrive. Et bien ça a de la valeur. Peut-être que ça vaut les 5 €. Donc c'est pas irrationnel de jouer si on n'est pas dans l'illusion de je vais gagner, mais qu'on profite du moment où peut-être. Je pourrais même dire que je joue 5 € et que je vais voir mon résultat que 5 semaines après. Voilà, on retarde encore plus. Alors, pour maximiser l'investissement, retardez au maximum l'information que vous avez gagnée ou pas. Bravo, merci pour cette économie, madame. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est rationnel de jouer au loto en sachant que à La Réunion, les gains du loto, les gens qui jouent au loto, c'est l'équivalent du RSA. C'est-à-dire que l'argent qui est donné par l'État, le RSA, et repart avec l'argent du loto. Là, c'est de l'économie. Est-ce que c'est de rationnel? Je ne sais pas. En tout cas, moi, à mon petit niveau, l'individu qui joue, le fait que, même si on lui expliquait que mathématiquement il a plus de chances de perdre que de gagner, son jeu garde encore de la valeur. Donc, rester uniquement sur comment on calcule les gains et les pertes, c'est perdre toute une partie du réel où les gens jouent quand même. Les gens qui vont au casino, il ne faut pas aller au casino pour perdre de l'argent. Évidemment, quand même. Ils le savent, pas. Parce que les casino, c'est cool. Moi, j'aime pas trop, mais c'est qui merde. Alors, voilà. Donc, la rationalité, c'est plus compliqué que juste savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Il y a plein de dimensions. Et donc, il n'y a pas des gens rationnels, des gens qui propres, et des irrationnels, stupides. On est tous un peu irrationnels. Et la plupart, quelqu'un qui est totalement irrationnel, c'est rare. J'en connais pas. Et donc, j'en arrive au conflit, qui est la deuxième dimension de cette conférence. Et bientôt, je vais arriver à la slide où ma conférence n'est plus à jour. Pour l'instant, ça va. Un conflit est une situation où plusieurs parties perçoivent leurs intérêts, besoins ou valeurs comme un conflit. Il y a différents types de conflits.
toujours très grave, mais c'est des conflits. La guerre, les émeutes, la maman et le petit Jean-Charles qui ne veut pas ranger ses jouets, conflit. Et donc, le conflit, c'est pas forcément un problème. Si une crise quelque part, peut-être qu'il faut un conflit pour qu'on le voit, qu'on en parle et qu'on le résolve. Donc, mais quand ça dégénère, ça dégénère. Donc du coup, voilà, c'est ce que je veux dire. Je vais le dire à ma conférence. Et le conflit, quand il dégénère, c'est là que c'est embêtant. Ça dégénère un conflit de différentes manières, par différents biais. D'abord, une méfiance, quand on est en conflit avec quelqu'un et que ça dure, on commence par ne plus avoir confiance du tout dans la personne avec qui on est en conflit. Du coup, comment est-ce que vous voulez régler un conflit quand la confiance a disparu? Là, ça dégénère. Lorsque on se polarise, qu'au départ, on était là, et là, et à la fin, on s'écarte, on devient plus. J'ai moins envie d'être d'accord avec toi qu'avant. Si l'intérêt, c'est, dans une collectivité, d'avoir une vision en commun, bah, c'est un problème. Si c'est juste être plus fort que l'autre, ça peut être une solution, mais en général, il faut qu'on prenne des décisions en commun. On va commencer à déshumaniser l'autre, on va l'insulter. Voilà. On va être très méchant parce que l'autre, au bout d'un moment, ses droits ne comptent plus. Parce que le conflit est plus important. Et puis il y aura une escalade, on va rajouter des griefs sur les griefs, et regardez bien les conflits qui durent à l'échelle mondiale, on ne sait plus qui a commencé. Donc ça n'est plus la question. Savoir qui est le prometteur, est-ce que c'est Abel ou Caïn? L'histoire dit que c'est Caïn. Est-ce qu'on est sûr? On n'est pas là. Donc au bout d'un moment, comme on accumule les griefs, on ne peut plus les résoudre parce que chaque résolution amène son conflit. Là, ça dégénère. Et donc, est-ce que l'objectif, c'est que le conflit soit résolu, ou est-ce que je veux gagner à tout prix et que je veux que l'autre souffre? Même si je perds un peu, ça c'est le Trumpisme. Les gens, pas que eux, mais là-bas c'est très très fort, il y a certaines personnes qui votent pour des gens parce qu'ils savent que ces personnes-là fera du mal à leurs ennemis. Et si eux passent sous le train en même temps, ah bah c'est pas de chance. Et c'est souvent, on voit des gens qui sont déportés aux États-Unis, qui avaient voté pour Trump, ils se sont déportés. Parce qu'ils pensaient que ça arrivait à leur voisin, mais pas eux. Voilà. Donc quand votre but c'est que l'autre souffre, c'est un but, hein. D'un point de vue rationnel, instrumental, ça peut être un but. Sauf que les conséquences générales peuvent être un peu. Et c'est là que le problème arrive, c'est là que j'ai plus slide. Bon. Et c'est là que j'avais des solutions. Le moment où je trouve des solutions, alors j'ai révisé un petit peu, j'ai retrouvé tout à l'heure. Donc on va passer en revue les différents biais et voir en quoi ils aggravent les conflits, et après on verra les solutions. Bien de confirmation. C'est le principal biais du cerveau humain. On a tous tendance. Vérifiez chez vous, à préférer consulter les sources qui nous donnent raison. Quand on est de gauche, on ne pas la parole, et inversement. Peut-être que si on lisait un petit peu le Figaro quand on est de gauche, on verrait des choses vraies aussi. On va être pas si bête que ça à droite, et inversement, qu'à gauche, parfois, ils ont raison. Mais on ne le fait pas. Et du coup, ça, puisqu'on ne lit que les gens de notre bord, on ne sait plus ce que pensent les gens en face. On les caricature, on se polarise, on les déteste. Conflit. Mais justement, puisqu'on se base sur ceux qui ont la parole et qu'on n'écoute pas les autres, ceux qui ont la parole, en général, c'est les plus polarisés, c'est les plus extrémistes, c'est ceux qui ont les meilleures formules pour attaquer le camp en face. On les aime bien ceux-là, les attaquants. Et du coup, c'est pareil, on se confirme, on se radicalise, conflit. Bien intentionnalité, les humains sont très forts pour détecter de l'intention chez autrui. Et on se trompe rarement. C'est un mec court dans le couloir, en hurlant, rouge, qui vous fonce dessus, il n'est pas là pour venir prendre le thé. Il a une autre intention derrière lui. On se trompe rarement. Mais comme on se trompe rarement, les fois où on se trompe, on ne le sait pas. On ne s'en rend pas compte. Du coup, on porte des jugements en avance sur ce que les gens ont dans la tête. Et quand on est habitué à mettre dans des catégories, on les juge sur la couverture, sur l'attribution fondamentale. C'est se tromper sur. On va attribuer la raison d'un comportement, la raison d'un événement, à une catégorie qui n'est pas du tout liée à la cause. Si les gens sont en colère dehors, c'est parce qu'ils sont mal élevés. Ben non, c'est parce qu'on les exploite. En fait, Jean-Marc, on les exploite, c'est tout. Donc ils sont en colère. Et donc, quand on se trompe sur les raisons des choses, regarde, il y a eu tel attentat,
c'est pile le jour de l'anniversaire de Sarkozy. Coïncidence? Ben oui, il arrive les coïncidences. Mais quand même. Donc, puisqu'on attribue des causes un peu farfelues aux événements et qu'on ne les vérifie pas, si on met des gens en conflit, t'entends ce qu'elle a dit l'autre jour? Elle a dit ça, c'était pour me vexer. Non, elle a dit ça juste parce qu'elle le pense. C'était vrai en plus. Donc, bon. Donc ça, si on se trompe et qu'on s'en rend pas compte, conflit, bien sûr. Tribalisme. Le mind-style bias, l'idée partisan. Si quelqu'un que vous n'aimez pas, dans un temps que vous n'aimez pas, argumente avec l'argument X sur sa thèse, et que l'argument X n'est pas terrible, vous le voyez et vous l'insultez. T'es trop nul. Si, en face, la personne que vous aimez bien utilise le même argument X, il est bien. C'est un bon argument. Ouais, sur les bords, au milieu, il a raison quand même. Bon, on ne juge pas les propos des gens par rapport à la valeur des propos, mais par rapport à qui parle, dans quel contexte, pourquoi, et les deux côtés. Donc, ça c'est hyper robuste. On met des gens très polarisés, on leur soumet des textes, on leur fait croire que c'est écrit par quelqu'un qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, et quand ils n'aiment pas la personne, ils sont plus forts pour repérer les erreurs. Donc, il faut regarder les productions des gens que vous aimez bien comme si vous ne les aimiez pas, pour voir si ça résiste, et en quel cas c'est mieux. Mais on ne le fait jamais. Donc, conflit, bien sûr. Isotransparence. On a toujours l'impression que, dans un conflit, en particulier à la maison, je redescends en échelle, on est à la maison, on s'engueule sur la vaisselle, qui n'a pas encore été faite. On s'illusionne si on croit qu'il suffit de dire un truc pour que l'autre l'ait compris. Comme c'est bête, je vais répéter. On s'illusionne sur le fait qu'il suffit de dire quelque chose pour que l'autre l'ait compris. Je l'ai dit, je l'ai exprimé, c'est vrai, c'est tout, je l'ai dit. Donc tu l'as entendu ou pas? C'est fatigué, enfin, c'est pas. Le téléphone, il n'était pas. Ou alors il n'a pas compris parce que dans le contexte, c'était pas clair. Parfois on n'est pas clair. Hein. J'espère l'être, mais c'est pas sûr. Donc on est moins transparent que ce qu'on croit. Nous on sait bien ce qu'on voulait dire, on l'a dit. Mais entre ce qu'on veut dire, comment on le formule, comment c'est entendu, comment c'est retenu, comment on a dormi dessus, il vaut mieux répéter. Et idéalement, demandez à l'autre, est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Tu peux le reformuler? Et une fois que c'est reformulé, il n'y a pas de raison qu'il y ait de conflit. Hein? Normalement. Et la réactance psychologique, c'est un phénomène. Alors, on l'a un petit peu surestimé, on est un peu revenu, c'est ce qui se produit lorsqu'on veut convaincre quelqu'un qu'il a tort de penser quelque chose, et qu'en faisant ça, on l'incite à être plus fort dans sa croyance. Genre, arrête d'être platiste, espèce de con, paf! La personne à qui on dit ça va être plus platiste après qu'avant. Ça se passe quand la personne croit ou perçoit une menace à sa liberté. On est tous concernés. Quand quelqu'un vient nous empêcher de croire ce qu'on veut croire, eh ben on prend plus fort. On les vient chier. On fait ça. Donc, en général, on n'est pas débile, donc ça se produit que dans les cas où vraiment il y a déjà du conflit, et que tout ça, ça augmente le conflit. Et l'effet Dunning-Kruger, qui connaît l'effet Dunning-Kruger? Les abonnés connaissent. Qui est abonné à la tronche en biais? Les autres ont des téléphones portables pour s'abonner directement après la conférence. C'est ma chaîne, la tronche en biais. L'effet Dunning-Kruger, c'est messieurs Dunning-Kruger, les chercheurs, il y a 10 ans maintenant, ils ont mis en évidence, en fait, c'est une sorte d'autocorrélation, peu importe. C'est un phénomène qui est que les gens qui manquent de compétences dans un domaine particulier, en mécanique, en climatologie. En France, il y a 60 millions de climatologues. On est tous climatologues, on sait tous. Voilà. Et le jour où il fait froid, regarde. On ne comprend pas des cons, il fait froid. Bon, ça marche. Les gens très compétents dans un domaine savent que c'est compliqué. Donc, ils sont humbles. Les gens peu compétents surestiment leurs compétences. Alors, c'est pas que les nuls croient être là, alors que les bons croient être là. C'est que les bons savent que c'est dur, donc ils se mettent là à un niveau de confiance. Et les très très mauvais, qui devraient être là, ils pensent qu'ils sont là. Un peu comme ceux du milieu. Personne pense être en ville. On va faire un test. Qui ici pense être un plus mauvais conducteur que la moyenne? Vous êtes peu nombreux. D'ailleurs, ce sont des femmes qui ont fait ça, des hommes. Vous conduisez? Après, ça va signer, sinon. Qui ici pense être un meilleur que la moyenne en voiture? On va dire mieux que les autres, en moyenne.
Moi, je le pense, je le pense. Je ne dis pas que c'est vrai, mais je le pense. 80% des gens pensent être mieux qu'à la moyenne. 80%. Est-ce que c'est possible? Alors oui, mathématiquement, c'est possible. Mais les 20% qui restent sont en prison. Quand on demande aux gens est-ce que vous êtes plus moral que la moyenne, au sens moral, bon oui. Quand on demande ça en prison, ils répondent oui aussi. Et pourtant, leur environnement leur dit, bah, écoute, quand même, excuse-moi, t'es pas là pour rien. Hein. Donc, on se croit plus compétent qu'on ne l'est, et quand on parle à quelqu'un qui est expert d'un sujet et qu'on se croit meilleur que lui, conflit. Donc, tous ces biais, manque de bol, dès qu'il y a un conflit, aucun de nos biais nous aide à être moins conflictuels. Là, tous nos biais nous mettent dans la pente où on va se casser. Pourquoi? Parce que notre cerveau a évolué dans un environnement où on vivait en petits paquets de 15, 40 individus, où on vivait collés ensemble, on n'avait pas le choix. Donc, les conflits n'étaient pas un problème. Il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de guerre à l'époque, etc. On avait intérêt à être dans le conflit pour que ça soit résolu et que les gens soient témoins de ce qui se passe et qu'à la fin, c'est bon, vous avez discuté et nous, collectivement, on voit qu'il y a raison. Et on passe à autre chose. Donc, dans cet temps, on a un village de 9 milliards, ou 80 milliards, on est beaucoup, on le trouve. Les conflits s'accumulent, on n'a aucune mémoire de qui a raison par raison, et du coup, on s'engueule constamment, et ça n'est pas un environnement naturel pour le cerveau. Tout se merveille. Donc le conflit est maximal, et ça marche pas. Donc les solutions, j'ai tout ça, prenez des photos. Les solutions. Alors, c'est pas les vraies solutions, j'ai retrouvé les notes, c'est la version brouillon, je suis désolé. Abonnez-vous, je mettrai ça en ligne. Essentiellement, capacité 1, la métacognition. La métacognition, c'est la compétence que l'on a lorsqu'on se demande pourquoi je pense ce que je pense. J'en réfléchis à comment je pense. Méta. Quand je fais ça, je fais un pas de recul et je l'examine, et du coup, je suis moins dans la réaction. Et s'il y a conflit, je prends le temps de... Comment je lui parle? Ah ouais, j'étais un peu sec. J'aurais peut-être pas pu dire grosse connasse violette. Je reconnais que, du coup, quand on prend cette précaution-là, on est lâché. L'entretien épistémique, alors c'est extrêmement nouveau, c'est très récent, c'est Socrate. 2500 ans. Bon. C'est un mode d'interaction où on évite d'affirmer les choses. Si quelqu'un est sûr de lui, au lieu d'être sûr de moi, je m'arrête. Ok, bon, il est sûr, absolument sûr que la Terre est plate. Qui ici est platiste? Vous avez le droit. Mais bon, on va de principe, on est tous d'accord que la Terre est ronde. Si la Terre est plate et que moi, je veux absolument le convaincre du contraire, d'abord pourquoi? Peut-être que ma vie serait plus heureuse si j'arrêtais de vouloir convaincre tout le monde. Bon. Mais admettons, c'est important pour lui. La meilleure stratégie, c'est de lui demander comment est-ce que tu sais. Donc il va y avoir avec argument 1, argument 2, 3, et on regarde ensemble. Au lieu de se battre, on regarde. Alors ça, on va vérifier sur Wikipédia, ça on regarde, voilà. Et puis à la fin, si les arguments étaient mauvais, on le voit ensemble, on n'est pas en train de se battre. On examine ensemble, monsieur. Est-ce que ça a un lien avec le pourquoi des enfants au final? Est-ce qu'ils demandent tout le temps pourquoi pour chercher le fondement, pour comprendre l'origine Je ne sais pas. Pourquoi cette question? Non, mais, les enfants ont raison de demander, parce que souvent ils sont un peu vicieux, effectivement, à la fin. Il y a une fin, pourquoi? Quand quelqu'un dit pourquoi, je dis Big Bang direct, et j'économise 2 heures. Pourquoi Big Bang? Non, mais l'anglais, c'est pas un pourquoi vicieux, c'est être sûr que l'autre a fait un petit peu d'effort avant de venir affirmer qu'il sait. Quand je sais un truc, je vérifie. Donc si il est baptiste, en général, il s'est renseigné à des sources discutables, et on voit avec lui. Donc, mais du coup, il n'y a plus de conflit. Je suis plus en train de me convaincre qu'il a tort, je suis en train de dire si jamais tu as si la Terre est plate de vrai, c'est un scoop, hein. C'est pas rien, je veux le savoir. Donc si c'est vrai, il faut qu'il me convainque. Et donc si je l'écoute, je suis sympa. Si j'examine, je prends le temps de regarder, je suis sympa. Si on discute sur pourquoi est-ce que ça se trouve, c'est ça. Et si à la fin, je suis sympa et pas convaincu, c'est plus efficace que d'être dans la confrontation et pas convaincu. Alors après, par contre, ça prend du temps. Et pas sur Internet avec des inconnus, ça ne sert à rien. Avec les gens que vous connaissez, vous allez revoir. Après, j'ai quoi voilà. Après, c'est au niveau individuel, j'ai tout intérêt, lorsque je prends quelque chose, à aller regarder qu'est-ce que disent les gens qui ne pensent pas comme moi. Peut-être que
sur cette croyance-là qui pour moi est importante, si elle est fausse, soit j'estime que même si elle est fausse, je vais voir quand même, on a le droit, soit on va dire, moi je crois des choses qu'on vérifie, et ça implique quelques efforts. Alors, on n'a plus beaucoup d'excuses de nos jours. Hein. Vous avez Internet, vous avez même ChatGPT, qui en général se prend. Après, alors ça c'est la bonne chose, c'est ce que je tente de faire, c'est de se rappeler que tout ce que je crois savoir pourrait être faux. Alors j'ai un scoop pour vous, dans cette salle, on est à peu près 100% à avoir dans notre tête des idées qui sont fausses. Et aucun des cerveaux concernés ne le sait. Par contre, le voisin peut le voir, éventuellement. Donc il faut débattre un peu, hein. C'est dans ça qu'on fait ménage. Et donc la posture sceptique, c'est de se rappeler que ce que je crois pourrait être vrai, et c'est un progrès que de changer d'avis. Et donc la culture du débat devrait être une culture où, lorsque je vais dans un débat, je gagne au débat, si quand je repars, je change d'avis, parce que j'ai gagné des idées. Or, on est dans un monde où le débat, je le gagne parce que j'ai écrasé la casse. Bon, c'est bien aussi, hein, c'est vrai, quand ça m'arrive, je suis content. Mais c'est pas le vrai débat, je viens avec des idées, je prends dans la tête du voisin, et si c'est bien, je garde, je prends. Et comme c'est bien fait, quand je lui vole les idées, il les garde quand même. Pas du vrai vol. Donc, ça, c'est des solutions qui marquent. Et le cyclisme, on n'est pas réellement incité à le faire dans le culture. Alors, les profs le savent, j'apprends rien à personne, c'est tout truc connu, mais si on le faisait un peu plus, ce serait mieux. Alors, autre solution, ne pas réagir à chaud, c'est bien, mais quand quelqu'un vous dit une connerie sur Internet, ne sautez pas sur votre clavier. Et de corriger les gens et d'aider à ce que le monde aille mieux, répondre à chaud, c'est pas forcément une bonne stratégie. Et vous me répondre, alors, vous voulez un truc sur Internet. La bonne manière de répondre à des gens qui disent des bêtises, vous venez avec une information qui est vraie, vous allez vérifier, vous dites pourquoi c'est faux, vous mettez la source. Vous squeezez l'étape où vous dites pauvre con, vous pensez fort, vous ne mettez pas. Et si je vous réponds à un truc qui est complètement débile, vous arrêtez. Votre travail est fait. Les gens qui passeront derrière verront que vous avez répondu de manière utile, c'est-à-dire amener une information vers des sources, vous êtes des champions, et l'autre c'est un gros con qui a répondu une bêtise. C'est ça, toi. Par contre, s'il répond à un truc qui l'argumente, là c'est intéressant. Peut-être que du coup, c'est vous qui avez tort. Mais la réaction, et il m'arrive souvent de ne pas suivre mon conseil, il faut s'arrêter, vous mettez l'information qui est vraie, vous la sourcez, vous avez contribué, et on s'arrête. Et passez à autre chose, à un autre conflit différent, et faites ça. Et dans votre journée, si 3 fois vous faites ça, le monde est mieux après qu'avant. C'est bon. Cherchez délibérément à défendre le point de vue adverse, je me dis, ça c'est. L'empathie cognitive, c'est la capacité qu'on a à comprendre que si j'étais à la place de l'autre, avec son vécu, sa position, peut-être que je penserais comme lui. Et en fait, si on est honnête avec soi-même, c'est quasiment assuré que si on avait sa vie à lui, on penserait comme lui. Donc ça ne sert à rien de taper dessus, parce que c'est plus utile de dire « Ah, regarde, si tu pensais comme moi un petit peu », ça aide à trouver comment lui parler. On aime bien que les gens nous parlent gentiment, en fait. Donc si on rend la politesse aux gens, même les trolls sur Internet, quand on leur répond poliment, de temps en temps, ils écoutent. Et c'est déjà bien. Alors après, si ça rate, le conflit est un mode normal, c'est pas grave. Alors, en famille ou sur en ligne, sans vouloir parce qu'il y a conflit, c'est pas une solution. Et puis, fuir le conflit non plus. Donc, si vous avez une idée qui est importante pour vous, vous la défendez, mais avec les limites que j'ai dit. Et puis, si la personne en face veut le conflit absolument, c'est son problème à elle. C'est elle qui va en souffrir. Donc, évitez. Voilà. L'empathie cognitive, c'est bien, mais pas trop d'empathie tout court. Parce que sinon, on se rend malade. Et puis, ce qu'il faudrait, mais là, c'est cognitif, qu'on ait des cadres, comme là, où à la fin, quand j'aurai fini le micro, là, je parle tout seul, j'ai le monopole, mais après, ça sera ouvert. Il y aura un cadre, vous connaissez les règles, et la personne qui va me jeter sa chaussure à la figure, on va perdre le débat. Voilà. Et puis, celle qui va me donner un argument, et je sais, on aura gagné le débat. Et puis, si jamais vos amis sont des gros connards, alors, les parents, on les garde, mais on peut leur dire ta gueule. Et puis voilà, ne pas se rendre malade, les conflits, c'est normal. Et si on applique tout ça un tout petit peu, on vivra mieux en fait.
Parce que le conflit n'est pas une fin en soi. Et comme j'ai bricolé, c'est la fin. Après j'ai d'autres trucs, mais c'est surtout en plus. Je m'arrête là, et puis comme ça on peut échanger entre nous. J'ai quelle heure il est, je sais pas si j'ai débordé, j'ai fait quasiment une heure. Donc il me reste une demi-heure pour échanger. À vous. Donc vous rappelez un seul micro. Les gens du fond, les gens qui utilisent le mot mouton, je sais que le niveau compétence, il n'est pas élevé en sociologie. Et là, vous retournez ma question. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de rentrer dans les débats et de dire ceux qui pensent qu'il y a des moutons et pas des moutons. Je vous demandais le pourcentage pour savoir si dans votre étude vous avez regardé les gens qui ne pensent pas comme les autres. C'est comme en quantique, on peut avoir différentes possibilités de raisonnement, de lieux, comme dans la caverne de Platon. Est-ce que vous avez tenu compte de cela? C'est ma question. Moi, je n'ai pas fait l'étude. Ne ramenez pas mouton, je vous demande une D'accord. Voilà, je ne suis pas sûr que la question ait vraiment du sens. Pour être honnête. Non, mais les humains se ressemblent. Les gens qui sont anticonformistes, ils sont combien ils sont 2%, 5%. Les vrais anti-vax, ils sont 4%. Ceux qui ne veulent pas écouter ce qu'on dit sont 4%, mais les gens qui hésitent, ils sont 20, 25, 30, 35, et ça change au gré de comment les informations circulent. Et pour chaque question, ça dépend de ce qui circule dans les médias, ça dépend des débats qui ont lieu ou qui n'ont pas lieu. Et évidemment, la plupart des gens qui sont conformistes ou pas conformistes n'ont pas une idée à laquelle ils sont arrêtés, ils écoutent, ils ont raison, ils changent. Moi, je n'ai pas d'avis arrêté sur tous les vaccins. Au cas par cas, on verra bien ce qui se passe. Je n'ai pas d'avis arrêté. Est-ce qu'il fallait confiner les gens? Je ne suis pas sûr. Alors, une fois que c'est décidé, qu'est-ce qu'on fait? Et en fonction du contexte et de comment on peut débattre dans une société, les gens, parce que ce n'est pas des moutons, vont écouter et vont changer les idées. Et puis il y a une partie des gens qui croient que être toujours contre ce qui est officiel, c'est intelligent. Ceux-là, on sait que leur raisonnement, statistiquement, on les a étudiés, ils sont plus biaisés que les autres. On le sait. Et c'est pas une insulte, je suis biaisé comme vous, mais on sait que les gens qui veulent absolument être anticonformistes, quand on les teste dans des situations où on peut le faire, leur biais ça c'est vachement fort. Confirmation, ça fait de la fin, ils sont plus biaisés que les autres. Ils peuvent être biaisés et avoir raison aussi. Je ne parle pas des radicaux. C'est comme les platistes. Vous tapez sur Oui. Google le nombre de platistes dans le monde, c'est 2%. Tapez le nombre d'anticonformistes, c'est pas marqué. Parce que comment on fait? Comment on définit? Je ne sais pas. Comment on définit? Suivante. Sarah Chapopier, par rapport au positionnement des sociétés, etc., des codes, des gros vecteurs, je suppose. Alors, la plupart de ces biais-là sont transculturels. On les retrouve partout. Bien sûr, on les a d'abord testés chez des étudiants en psychologie américains. Mais on les retrouve. Alors, le biais de tribalisme, il est intéressant, parce qu'en Occident, on est quand même très individualiste. On aime bien croire qu'on pense par soi-même. C'est une illusion, parce qu'on pense avec un cerveau qui est dans un bain, donc voilà. Et donc, tout ce qui va être biais, il faut retrouver le nom, si c'est parce que là, on va faire attention. Le fait d'attribuer, on a tous tendance, en Occident en particulier, à croire que nos réussites sont le fruit de nos qualités et que nos échecs sont dus au contexte. Focalisation interne, j'ai réussi l'examen de maths parce que je suis bon en maths, j'ai eu 20. J'ai eu 2 en maths, c'est à cause de la prof. Biais externe. S'il faisait froid ce jour-là, biais externe. Mon voisin, il a pété. Je ne sais pas. Et bien ce biais-là, il est beaucoup moins fort en Orient, où ils ont une culture qui est plus communautaire, ils vont attribuer leur réussite à leur communauté. Et leurs échecs, c'est pas faux. C'est un des rares biais comme ça où on a des différences. Pour le reste, l'impact de la culture sur ces biais-là, il existe. Le départager de ce qui serait de la nature, du cerveau qui fonctionne comme on l'a fait, comme on l'a fait, on n'a pas de différence. Et donc la plupart des biais sont des pentes où la société va
accroître la pente, mais c'est rare qu'elle aille de l'autre côté. Voilà. Donc, si ils sont connus, on est tous concernés par tous les biais. Donc, voilà. Donc, si on veut travailler dessus, allez-y. Hein. C'est pas la société qui va... Elle va pas beaucoup nous aider, en fait. Là-dessus. Alors, Madame Beaufort. Oui, j'avais une question. Vous avez mentionné l'intelligence artificielle très rapidement, mais vous avez dit ChatGPT, si vous ne savez pas, vous avez qu'à lui demander. Est-ce que du coup, dans ces entraînements, ou dans l'intelligence artificielle, on peut retrouver une analyse d'un conflit ou une solution qui n'est pas biaisée, ou beaucoup moins par la plupart de ces biais qui sont peut-être une caractéristique humaine et pas forcément basée sur une réflexion objective? Alors, est-ce que les IA vont être biaisés comme nous? En gros, je reformule, on n'a pas la réponse. On sait bien que les gens qui les codent sont biaisés. On sait évidemment que tout ce qui va être reconnaissance d'image, de visage, aux États-Unis, ils voient mieux les visages blancs que les visages noirs, parce qu'on les a entraînés comme ça. Parce que les gens qui ont codé, c'est plutôt blanc. Donc ça existe. Maintenant, sur les biais de raisonnement, elles sont plutôt solides parce qu'elles sont construites avec des algorithmes de pure logique. Donc tout ce qui va être pragmatique, valeur, ça leur échappe un peu, par contre tout ce qui est pure logique, ils sont bien connus. Et alors, les IA vont être plus intelligentes que les plus intelligents d'entre nous sur tous les domaines très vite. Il faut s'y faire. Ça ne veut pas dire qu'on est obsolète, mais qu'il faut arrêter de croire que les IA ne sont pas... J'ignore où ça s'arrêtera. Mais bon, donc il y a un vrai danger. Et sur les biais, on n'a pas de réponse pure parce qu'il y a deux formes de rationalité. La rationalité épistémique, je pense que... On prend Grok. Grok, c'est l'IA qui appartient à Elon Musk, sur X, ex-Twitter. Il a voulu la rendre moins politiquement correcte et plus de droite comme lui. Plus anticonformiste, plus aligné avec sa position républicaine extrémiste. Et quand on interroge Grok sur les questions de science, elle est solide. Et je vois passer, pour l'instant, on ne sait pas qui va coder, les gens qui veulent forcer Grok à dire un truc contre les résultats de la science, n'y arrivent pas. Et je vois des complotistes qui se battent et qui réussissent pas à avoir une réponse qui est un petit peu nuancée. Et quand on demande à Grok de reformuler, quand il reformule, il se base vraiment sur des données correctes. Donc, à l'heure actuelle, pour qu'une IA soit efficace, qu'elle soit rentable, il faut qu'elle soit efficace. Pour être efficace, il faut qu'elle traite les informations correctement. Et pour ça, il faut qu'elle soit moins biaisée. Donc pour l'instant, les IA ne peuvent pas être des instruments de désinformation. Les juristes sont des experts du domaine, et en étant très inquiets de qui possède les clés pour demain. Aujourd'hui, je suis confiant en Grok, mais chaque jour, je remets ça en jeu. Donc n'ayez pas confiance dans l'alignement des IA, parce qu'on ne sait pas où ça peut aller, mais je constate qu'aujourd'hui, ça résiste. Je sais vous répondre à votre question. Il y avait une dame devant. Oui. Oui, vous nous avez dit dans les solutions, créer des cadres de discussion propices aux échanges constructifs. Or, les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce que par ces réseaux sociaux, on a plus de conflits, on a plus de biais et plus de conflits à travers les réseaux sociaux? Et la réponse, c'est les réponses qu'on donne en fait. Je n'ai pas de réponse définitive là-dessus. Moi, je suis docteur en biologie, ça fait 10 ans que je fais des recherches. Et je suis un clown sur Internet. Ok? Le niveau de prétention, il est là, hein, je ne sais pas à ce moment. On sait que par contre, je lis un peu les termes. On sait que les réseaux sociaux aggravent, mais n'inventent rien. Tout ce qui se passait dans les réseaux normaux avant. On sait qu'il y a des bulles de filtres qui sont surtout sur Facebook, où les gens parlent entre eux, sont convaincus d'un truc et ne consultent pas ce qu'il y a autour. Et ça ressemble à ce qui se passe dans la vraie vie. Hein. On parle avec qui nous ressemble. Donc ça aggrave ça. Et on sait que les plateformes sont possédées par des milliardaires dont le but n'est pas que vous alliez mieux, que vous pensiez mieux, que vous soyez plus indépendant. Quand on a ça à l'esprit, le but c'est que vous soyez prisonnier par l'algorithme et qu'on puisse vous vendre, de la pub. En gros, on veut louer votre cerveau aux annonceurs. Donc il faut que vous soyez collé à votre écran. Donc là-dessus, évidemment, le conflit, ça génère de l'attention, ça génère de l'engagement. Et les émotions négatives sont plus fortes que les positives pour ça. Le cerveau est fait comme ça. Donc, Hanouna, à la télé, hein, c'est la négativité en bas, c'est de la mesquinerie, c'est de la méchanceté. Récemment, quelqu'un est mort sur les réseaux. Jean-Pierre Manœuvre, il s'est fait torturer pendant des années, brimé par des mecs qui
qui gagnait de l'argent, et la plateforme gagnait des vues, et le public ne s'est pas rendu compte que c'était monstrueux ce qui se passait. Mais on avait ça avant, c'est pas les réseaux qui l'ont inventé. Maintenant, l'échelle est plus importante, et il y a des gens qui gagnent de l'argent avec cette inégalité. Bah ça, il faudrait qu'on le combatte, et j'ai pas la solution. Non. Alors, monsieur Offron. Vous avez mentionné que pour vous, il n'y avait pas de biais qui avait tendance à réduire les conflits. Et c'est quelque chose que je trouve un peu étonnant parce que dans la vie de tous les jours, la plupart des relations qu'on a ne sont malgré tout pas conflictuelles. C'est le cas, je pense, au moins 95% pour tout le monde. Et même des fois où je pense que ça pourrait être plus efficace, entre guillemets, des fois, d'avoir un conflit, et malgré ça, on ne le fait pas, parce que, enfin, en tout cas, moi, j'ai tendance à pas aimer le conflit, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas aussi quand même des biais qui vont aussi dans l'autre sens? Un biais culturel. Il y a des choses qui ne se critiquent pas. Le blasphème, ça ne se fait pas. Bah, sinon, on blasphémait pas tout le temps, partout. Ouais, mais, si on acceptait que toutes les idées se critiquent davantage, bah, on en parlerait. On s'engueulerait ponctuellement, mais du coup, il y a peut-être moins de gens qui accumuleraient des certitudes tellement grandes qu'à la fin, ils tuent pour elles. Donc la politesse, étonnamment, la politesse qu'on a à ne pas critiquer les idées des autres, on en a eu besoin quand on a commencé à vivre en ville. Encore une fois, pendant sur 300 000 ans, pendant 298 000 ans, on a vécu un paquet de 15 ou 20 dans la savane, un peu partout, pas tellement à La Réunion, c'était plus en Afrique. Et donc, notre cerveau, il est adapté à cet environnement-là, ancien, où les conflits, on avait intérêt à les voir, parce que les gens qu'on côtoyait à 5 ans, c'est les mêmes avec qui on allait vivre pendant toute notre vie. Aujourd'hui, c'est fini. On change de groupe le plus loin, mais autrefois, les conflits étaient importants parce qu'on allait répéter les interactions toute notre vie avec les mêmes personnes. Donc ça, le cerveau il est adapté à cette économie du conflit local, qui n'est pas du tout le même. Quand vous avez Internet, vous avez que vous ne connaissez pas, qui vous insulte d'un seul coup, et puis bah, vous cliquez sur un autre site, et un autre qui dit « Moi, on me traite de gauchias et de fasciste. » J'ai les deux. Je crois que les deux ne peuvent pas durer en même temps. Si je me mettais en mode Thomas dans la savane tribale et que je réagissais comme on réagissait à l'époque, bah, il y aurait un conflit constamment. Donc les réseaux, c'est un truc tel, mais dans la famille, etc., on a appris à ne pas être en conflit. Et je ne crois pas que ponctuellement c'est bien de ne pas être tout le temps en guerre. Mais autrefois, vous me dites, je ne pense pas que les gens. Je pense qu'il y avait plus de conflits résolus, puisqu'ils existaient. Maintenant, ils n'existent plus. Alors ça, il faut avoir des gens qui sont experts des conflits, des sociologues, des anthropologues, qui auraient la réponse. Si dans la salle, je m'excuse, parce que j'ai peut-être bête, mais voilà, l'écologie humaine actuelle est quand même très différente de ce à quoi le cerveau est bien adapté. C'est la réponse que j'aurais à vous donner. Il y avait un monsieur là. Madame, je vous prie. Moi, c'est au niveau de l'évolution. Moins fort. C'est fort. Ouais. Je répéterai la question. C'est au niveau de l'évolution, comme à la base, c'est quand même des mécanismes qui sont utiles à notre survie. Est-ce que, comme notre cadre de vie, pas à l'échelle d'une vie humaine, enfin vraiment plus loin dans le temps, est-ce que certains biais sont amenés à disparaître? Puisque tout ça, c'était un héritage de l'évolution il y a longtemps, est-ce que, puisque maintenant on vit différemment, ça va disparaître? Alors l'évolution, elle marche, j'ai une mauvaise nouvelle, elle marche en éliminant les gens. En éliminant les gens. Le darwinisme, c'est toi tu meurs, toi tu crèves, toi tu survives un petit peu, toi tu crèves. Et donc, les caractères qui survivent sont ceux, et en fait, la civilisation est un effort d'élimination de l'élimination. Donc, on laisse les gens vivre. Et donc, a priori, tout ce qui est là, ça va rester. Sauf si on recommence à sélectionner les gens, comme on l'a fait dans les années 30. Dernièrement, pas ça dépend. Enfin, peut-être l'année prochaine. Hein. Toutes les années 30, on va commencer à être eugéniste. Donc voilà. Si jamais on élimine des gens, c'est possible. Mais ceux qui vont se mettre à éliminer ne seront pas ceux qui seront les mobilisés. Ça, je suis sûr. Donc, je crois qu'ils vont rester, quoi qu'il arrive. Alors, en termes d'évolution, l'échelle de temps est telle qu'on ne peut pas espérer se débarrasser de ce que la nature nous a mis dans la tête depuis longtemps. Il y avait une main qui s'était levée de la page, je ne sais plus où. Monsieur. Oui. Dans votre exposé, il a manqué une chose à mon avis. Réflexion sur le temps. Le temps? Il n'est pas dit. Tout ce que vous dites sur les biais,
c'est lié à l'utilisation du temps. On n'a plus le temps. C'est vrai. Voilà. On fait les biais. Le cerveau, son but, alors, c'est pas que vous fassiez de la philosophie, c'est que vous restez en vie. Donc le cerveau, il doit réagir très vite, il doit compacter une information extrêmement complexe, et donc il simplifie. Et quand c'est incertain, il faut qu'il tranche. Et donc, quand c'est incertain, on n'aime pas. Vérifiez chez vous, quand on est incertain, on veut des réponses. Hein. Et puis on doit répondre vite. Donc aujourd'hui, nous disposons de ceci. Des petites machines, nos ancêtres, imaginez. On est en 1930. On explique aux gens de quoi on dispose. Bon, j'ai accès à toutes les connaissances. J'ai accès à Wikipédia, j'ai accès aux revues scientifiques, j'ai accès. Et on regarde des chats qui pètent sur un. Tous. Donc on utilise mal notre temps parce qu'on est fait avec on est humain. Et surtout, lorsqu'il y a un problème, je veux une réponse, je clique dessus et je veux une réponse en 2 minutes. Et si je ne l'ai pas, je râle. Il y a même pas, il y a 20 ou 30 ans, pour avoir une réponse, il fallait aller à la bibliothèque, il fallait lire un bouquin, il fallait se renseigner. Alors c'était la galère. Maintenant, on est capricieux, on veut des réponses en 2 minutes. On n'a pas le temps de savoir. Donc, il faut que ce soit facile, disponible, tranché, et maintenant. Parce que le cerveau, dans des situations de stress, il a besoin des réponses rapides et de raccourcis. Et puis, notre culture ne nous a pas dissuadé de le faire. On est entraîné à aimer avoir des réponses. Alors, tout problème compliqué a une réponse simple et fausse. Mais simple. Et on est habitué à aimer la réponse simple. Et donc moi, j'essaie de vous inciter à aimer la réponse. Qui donne la réponse? Bien sûr. Parce que Wikipédia... Les réponses... Alors, Wikipédia, c'est un projet ouvert, collectif. C'est quand même... S'il y a bien un îlot d'idéalité sur Internet, il y a plein de défauts, mais enfin, il y a un manque ailleurs. En Wikipédia, on peut avoir confiance. De temps qu'il y a des sources, vous avez un petit onglet discussion, vous avez accès à qui discute sur la page, qui a eu quoi. Ça demande un peu d'effort, mais on a les choses. Les autres sources, les blogs, les médias, en effet, qui payent qui, comment, même sans qu'il y ait de la censure et de l'autocensure, on sait, vous avez raison. Des applications sur ce qui est bon à manger ou pas bon à manger, etc. Qui décident. Alors, ça, le Nutri-Score, il y a des critères. Pareil. Est-ce qu'on met la barre là ou là, ils votent, ils décident, mais les critères sont objectifs. Et après, ce qui est terrible, c'est qu'on a des je ne sais plus pour quel produit, c'était pour des céréales du petit déjeuner, je crois. Ils étaient notés Nutri-Score D, très très bas, et ils ont changé la recette pour qu'il y ait moins de sucre. Là, ils sont passés au niveau A, comme les fruits et légumes. Alors, on dit, on a 2 choix. Soit on dit, ils se foutent de notre gueule, c'est terrible, soit on dit, on les a forcés à changer la recette. Alors, c'est comme vous voulez, c'est bien ou c'est mal. Mais voilà, sur ces Nutri-Score-là, j'ai vu une vidéo de studio il y a quelques mois avec des gens qui bossent dedans, c'est objectif. Alors, c'est pas suffisant, mais c'est objectif. On en revient à ce que vous disiez avec le tableau de ce qui est objectif et le tableau de ce qu'on a envie et de... Oui. Donc quand même, voilà. La réponse parfaite, c'est bien. Pas la colonne de gauche. Oui, mais après, moi, je n'ai pas de solution facile. Justement. Madame. Je ne veux pas être ridicule face à cette assemblée qui pense, mais quand même, je me pose une question. Les conflits ne sont, à mon avis, pas émanant de notre société d'aujourd'hui. On a tous peut-être lu à une époque de notre vie les 4 accords Toltec qui gèrent justement comme vos solutions face au conflit. On les retrouve dans ces 4 Toltec. Donc j'en arrive à me dire que les solutions au conflit qui nous arrive depuis longtemps sont en nous. C'est notre conscience. On se pose la question, c'est bien ou c'est mal? La seule réponse, c'est pas Internet, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est en nous par rapport à quelque chose qui est en nous. Enfin, je ne sais pas. Mais ça, c'est un problème. Parce que si vous dites la réponse est en moi, je me mets là, j'ai la réponse, je suis content, il faut éliminer tous les roux. Ils n'ont pas d'âme, les roux. J'en suis sûr, donc on fait des camps. Et il dit, mais tu as tort. Si la personne, si votre critère, c'est comment vous ressentez la vérité, comment on convainc un nazi d'être un nazi, avec votre système? Mais on voit aussi la
Donc on a besoin d'une réalité partagée. On a besoin de comparer ce qu'on croit au réel. On partage le réel. Alors après, si vous avez moi, je n'ai pas accès à la conscience des gens. J'ai pas accès à la conscience. Mais soi-même, c'est que les conflits, c'est jamais avec soi-même. Enfin, il y en a. Les conflits importants, c'est avec les autres. Il faut qu'on ait un réel qui soit entre nous, il faut qu'il y ait une médiation. Donc, faire appel à la conscience de Poutine pour arrêter la guerre en Ukraine, ça ne va pas suffire. Il y a la question du pouvoir. J'entends que vous dites que ça devrait marcher comme ça. Dans un monde idéal, on a tous une conscience, on partage, en gros, le sens moral humain, il est universel. À part les psychopathes on reconnaît ça. Donner un grand coup de latte dans la tête d'un bébé, on est tous d'accord pour dire que non. Hein, je sais pas. Bon. Bah ça, en effet, c'est un. Mais distinguer. C'est pas la solution au conflit israélo-palestinien. Dans mes cas de conscience personnelle, ça ne va pas aider beaucoup. Il faudra du réel pour raison. Et voilà, de ce type de discours, c'est que ça déresponsabilise les gens en disant il suffirait de tout ramener. Votre solution, elle est en vous. Voilà. Il y a un conflit, écoutez Jean-Marc. Maintenant, ça sera Jean-Marc. Le problème qu'on a actuellement, c'est votre problème à vous, intérieurement. Vous le réglez. Et nous, dans la boîte, on continue comme avant. Donc, règle Jean-Marc. Le type de discours comme ça, on internalise tout, fait qu'on ne peut plus discuter. Si vous faites ça, vous ne vous mettez pas à la place de l'autre et vous en avez Je sais. Sauf que la pensée positive, qui en raffole? Les patrons. Les patrons adorent vous payer des stages de pensée positive. On vous dit le problème il est en vous, la solution ici, ta gueule, 400 balles, merci, je repars. Et votre entreprise marchera comme avant. Les gens doivent trouver la solution chez eux. Vous n'adaptez pas le poste de travail, vous ne changez rien. Chacun devra trouver sa solution pour supporter le merdier que le patron a décidé. Ils adorent ça. Et bien, il a raison, le pouvoir. Il a raison. Donc là, toute la pensée positive, tout qui se veut alternative est au service du capitalisme. D'une force qui est insoutenable. Voilà, je l'ai mis là. Voilà. Attendez, vous avez déjà. Oui, c'était une question, c'était juste une expression corporelle. Vous voulez prendre la parole? Non? Non? Oui? Non, alors depuis les mains qui s'est levées, c'est sûr. Une question par rapport à vos études et votre vision peut-être de l'avenir, entre guillemets, vu qu'on est de plus en plus dans une société individualiste, avec justement plus de réseaux, etc., et de temps sur les écrans. Potentiellement, c'est que ça ne va pas aller en s'arrangeant, puisque les vies, on les équilibre finalement dans la relation à l'autre, on peut se confronter vers une communication à la relation à l'autre, et aux réalités et à l'évolution de notre réalité. Donc, de l'avenir prédictive, ces problèmes de biais vont aller en s'aggravant avec le temps, on est quand même une société où on communique de moins en moins qualitativement, peut-être, non? Moi, par contre, je suis optimiste. Parce que si je suis pas optimiste, j'arrête plus que je fais. Donc, j'ai un biais. Voilà. Est-ce que le monde va plus mal qu'avant? Alors là, on vit une période difficile. Hein. Là, c'est très compliqué d'être optimiste. Il y a la guerre, il y a le climat. Mais si on regarde, si on prend du recul, et qu'on élimine, disons, les 20 dernières années, mais on regarde plus qu'avant, le monde va devenir mieux. On vit plus vieux qu'avant, en meilleure santé. Le nombre de morts proportionnel à la guerre. Le XXe siècle, 2 guerres mondiales, c'est la plus faible mortalité proportionnelle par rapport aux autres siècles avant. On mourrait davantage de violence avant. La pauvreté diminue, l'accès à l'eau augmente, les petites filles vont à l'école dans le monde entier. Tout va mieux. Bon, puis on a le climat qui se casse la gueule, on a deux diabètes qui se cassent la gueule, et on a actuellement les démocraties qui sont fragilisées. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe. Mais il y a un grand mouvement quand même globalement où le monde est plus rationnel. La science a beaucoup aidé. On a des solutions et même les réseaux sont des problèmes, mais les gens parlent sur les réseaux aussi. Donc, aussi on peut communiquer, on peut partager des causes. Donc les réseaux ne sont pas uniquement. Moi j'ai tracé un peu le côté noir parce que c'est par rapport à mon sujet, mais les réseaux ne sont pas uniquement au service des milliardaires qui les possèdent. Heureusement, les gens s'en emparent en mon usage. Donc qu'est-ce qu'ils vont pas s'aggraver? Ils sont présents, je ne pense pas qu'ils ça soit grave. Par contre, il est possible qu'on invente de nouveaux usages des réseaux qui aggravent les choses. Voilà. Et ça, je ne dis pas demain. Je ne sais pas. C'est possible. Donc ça, il faut être très vigilant. Et ça n'arrivera par les jeunes.
Voilà. C'est au collège que ça, c'est là où ils sont switchés à TikTok, à Kik, maintenant à plein de choses que je ne connais pas. Et c'est là qu'on risque des choses qu'on ne verra pas. Voilà. Parce que les jeunes sont connectés entre eux dans un monde où nous, les plus vieux, on est vieux ici, hein, on ne voit pas, on n'a pas accès. Et donc, dans 15 ans, on va dire ah, mais ça fait 15 ans qu'ils croient des trucs comme ça, et on n'avait pas vu. Ça m'inquiète un petit peu. Mais normalement, il y a des gens dans cette métier qui surveillent ça, des chercheurs, des analystes, et qui nous rendent compte. Est-ce qu'ils le font bien? Je ne sais pas. Voilà. Donc moi, je reste optimiste, parce que sinon, ma vie sera trop dure et je ne pourrai plus faire ce que je fais. Donc j'ai un intérêt personnel à ne pas être pessimiste. Mais il faut être très vigilant, et vous avez raison de vous inquiéter, je crois. Désolé. Mais sinon, ça va, hein? Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo sur TikTok qui dit que les TikTok européens et les TikTok chinois favorisent l'éducation des enfants et tout par rapport au TikTok du reste. Oui, l'algorithme des TikTok en Chine favoriserait les contenus intelligents, et chez nous non. Les Chinois n'ont pas intérêt à rendre nos gamins intelligents. C'est vrai. Est-ce qu'activement ils travaillent en ce sens? Peut-être, je ne sais pas. Vous avez raison. En tout cas, c'est possible d'instrumentaliser des réseaux comme ça. On sait bien que les Russes en particulier, les Russes exploitent les réseaux pour activer les conflits chez nous. On le sait, que nos démocraties sont des endroits quand même où on vit mieux que dans le reste du monde, et on oublie. Il y a des gens en France qui veulent aller vivre en Russie. Il y a un Américain récemment qui est allé avec sa famille, ses 2 filles, il est allé vivre en Russie, il faisait des vidéos, il était fier d'être en Russie, il est sur le front ukrainien, et sa femme pleure. Et c'est une vraie information. Donc le décalage entre la perception de notre société et les défauts qui sont maximisés, mis en évidence par d'autres puissances extérieures, parce que le conflit interne, c'est ce qui peut détruire l'Amérique. Ils sont forts, hein. Ils ont les armes, ils ont tout. Par contre, entre eux, s'ils s'entretuent, le reste du monde, enfin les Chinois et les Russes, ricolent. Et c'est ce qui se passe. Donc le pouvoir de destruction de la désinformation et du conflit dans nos sociétés, il est fort, c'est pas en fait. Et j'ai pas mes solutions ont l'air de bricolage, j'avoue, hein, c'est pas grand-chose. Hein. En fait, si on le faisait tous, comme si tous on mangeait 5 feuilles par jour, on fait 10 000 pas par jour, le monde c'est différent, c'est dur à faire. Mais je compte sur vous. Merci. Est-ce qu'on s'arrête là? Ou s'il y a des questions ou une remarque, même si c'est pas grave, hein. Dernière rapide. Vous avez mentionné l'effet de Krüger. Oui. Sauf erreur, il est quand même remis en cause un peu aujourd'hui? Oui et non. J'ai vu passer des trucs. Je l'ai dit, j'ai dit que c'était essentiellement une autocorrélation. C'est-à-dire que par définition, les gens peu compétents ne sont pas compétents pour juger, donc le résultat, il est évident que les gens pas compétents ne vont pas être capables d'évaluer. Parce que le résultat, il est réel. Le résultat réel, c'est que les gens qui manquent de compétences surestiment leurs compétences par rapport à la moyenne des gens. Donc c'est vrai. Et donc ceux qui veulent chercher des dépouts aussi sceptiques que moi là-dessus ont raison, mais on a raison d'en parler comme ça. Il ne faut pas le présenter avec ce graphe, avec le monstre stupide, c'est faux. C'est archi faux, et on retrouve dans des informations à la con. En revanche, le vrai graphe, c'est qu'au lieu d'avoir une corrélation entre la compétence et la confiance qui ferait une droite comme ça, ben on a un truc qui fait ça. Et visiblement, c'est pas très fort, mais ceux qui devraient être là sont là, ceux qui devraient être là sont là. Et ça suffit pour qu'il y ait une vraie différence dans l'aplomb qu'on peut avoir à dire une chose. Quand on est très compétent, on est prudent. Quand on est peu compétent, on s'arrête. Et on le voit. Donc l'effet d'Anger, il est vrai dans ce sens. Mais vous avez raison, il faut être prudent chez... Aristote le disait déjà, l'idiot affirme que ça le doute. Ouais, Darwin l'a dit aussi, puis voilà. Bon, du coup, merci Aristote, qui était avec nous depuis le début, hein. On peut le dire, incognito Aristote depuis le début avec nous. Merci beaucoup. Sur ce, moi je vais revenir ici au cas où vous n'étiez pas fou sur les livres, et puis on pourra se croiser après si vous discutez sans que ce soit public, etc. Et puis rendez-vous le 26 à Saint-Denis, le 27 sur la vie après la mort à Saint-Paul, pas Saint-Paul. On peut remercier Thomas Durand. On a pu, on était très intéressés
ce soir, c'est grâce à vous qu'on ouvre la saison des amis à Saint-Pierre. Donc,